Où se situe la rupture épistémologique sur le plan juridique entre les grandes bases de données et les big data? Clairement, c'est ce qu'on appelle les données implicites ou l'analyse comportementale. Avec l'arrivée du Web 3.0, des milliards d'informations permettent une sorte d'impression en 3D des profils individuels. Véritable sosie de la personne, ces informations constituent des éléments de prédiction de ses comportements. Cette prédiction aujourd'hui est soumise à la loi informatique et liberté. Chaque individu a le droit de connaître les algorithmes ainsi que les profils, ainsi que les comportements qu'on lui a attribués, du type dépensier, cigale ou toute autre caractéristique à vocation émotionnelle de comportement ou à vocation économique. Là, je vous propose de regarder 4 droits fondamentaux qui, de nouveau, percutent la liberté d'usage que croit disposer le promoteur d'un big data situé quel que soit l'endroit du monde, mais utilisant des données qui proviennent de zones réglementées comme l'Union européenne, les États-Unis, l'Argentine ou la Suisse. Le premier, le plus important, c'est le droit à l'anonymat. Ce droit à l'anonymat, c'est quelque chose qui s'est généralisé dans le monde, notamment de l'Internet. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans le monde réel, le monde physique, c'est plutôt le droit à l'identité, avec son nom, son prénom et sa carte d'identité. Alors que sans qu'aucune convention internationale est intervenue, sans qu'aucun gourou est venu dire quel était le bon chemin, la plupart des internautes du monde se sont mis en position d'anonymat. Et aujourd'hui, le droit à l'anonymat, c'est le principe, et le droit à l'identification, l'exception. Ainsi donc, ce droit à l'anonymat fait que les big data nominatifs doivent justifier pourquoi ils sont nominatifs et bien évidemment encadrés par le principe de légalité, le principe de finalité, le principe de légitimité, le principe de proportionnalité. Que ce soit pour une personne physique, je ne parle pas là des personnes morales. Et lorsqu'on dispose de son identité, parfois, il faut même crypter. Notamment, c'est le cas des données de santé. C'est-à-dire qu'un big data marketing et un big data de données de santé n'a pas le même régime juridique. Lorsque un centre-serveur, un hébergeur de données marketing utilise ces données, il doit assurer la sécurité, vous l'avez vu, l'article 34, avec les conséquences. Lorsque l'hébergeur est un hébergeur de données de santé, en France, article 1111-8, il doit crypter les données, c'est-à-dire qu'il doit assurer que ces données sont nominatives, deviennent non nominatives par cryptage. L'évolution est tellement importante entre la confrontation États-Unis, libre utilisation des big data, y compris nominatifs, sauf exception, et la tradition européenne qui est limitation d'utilisation des big data, sauf exception, s'illustre par le nouveau texte qu'est la proposition de règlement communautaire. Aujourd'hui, les données nominatives dans les entreprises, privées ou publiques, sont régies par la directive, comme je vous l'ai indiqué, 94/46. Cette directive, qui devait harmoniser l'ensemble du droit des données à caractère personnel au plus haut niveau de protection en Europe, est aujourd'hui en impasse. Il y a bien eu effectivement une harmonisation, mais il y a suffisamment de différences, malgré le fait que toutes ces lois allemandes, françaises, espagnoles, anglaises, obéissent à la même directive. Il y a suffisamment de différences pour entraîner des distorsions de concurrence, mais aussi de distorsions de compréhension entre tous les citoyens de l'Union européenne. En conséquence, une nouvelle réglementation va être mise en place, un règlement, on est au niveau de la proposition, va venir changer les règles, et notamment la règle de l'anonymat. Un mot, pour vous qui n'êtes pas des spécialistes de la réglementation Union européenne,
les directives ne sont traduites localement dans les différents pays de l'Union européenne qu'à travers une loi qui doit mettre en œuvre l'esprit et la forme de la directive d'harmonisation. Par contre, lorsqu'on est en présence d'un règlement, pas de traduction par une loi, on ne passe pas par ce mécanisme parlementaire. Ici, directement, le même texte, pour les mêmes mots, s'applique à l'ensemble des législations de l'Union européenne. C'est bien ce mécanisme d'équivalence terminologique qui va être utilisé pour réduire la diversité des lois informatiques et liberté malgré la directive 94-46. Et dans ce nouveau texte, très important, qui s'appliquera a priori à partir de début 2006, sauf cas particulier, il y a un nouveau principe qui va poser de très graves problèmes aux promoteurs de big data, de données à caractère personnel en Europe par rapport aux USA. C'est le principe dit de minimalité ou le principe d'anonymisation généralisée. La règle, c'est qu'on ne peut aujourd'hui, on ne peut utiliser des données à caractère personnel que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives. Vous connaissez maintenant la règle. Demain, c'est un principe minimaliste. C'est-à-dire que l'entreprise, non seulement devra avoir des données à caractère adéquat, pertinentes, mais elle devra justifier pourquoi elle a besoin que ces données soient nominatives. L'idée, c'est que l'anonymat est la règle, de manière générale, et le nominatif, l'exception. Ce principe de minima va entraîner, bien évidemment, de très grandes difficultés pour constituer des bases de données, des big data, à données à caractère personnel. Alors qu'aux États-Unis, cette règle de minima n'est absolument pas envisagée, encore moins, bien évidemment, à terme appliquée. Le deuxième élément qui intervient sur les big data, c'est la notion de droit à la vie privée numérique. Qui dit big data dit en fait manipulation des données, pardon ce terme, extraction, corrélation, combinatoire, analyse spectrale, qui permet de déduire des informations implicites. Ce que l'on cherche à faire avec un big data, c'est trouver de la valeur informationnelle qui, à la lecture directe de chacune des informations, n'est pas apparente, mais dont la combinaison de ces informations va faire apparaître des comportements, des corrélations, des attitudes qui vont pouvoir devenir prédictives. Le droit au comportement est un droit en devenir. Et c'est tellement grave, le droit au comportement, qu'il va falloir définir de nouvelles règles du jeu. Car lorsque on essaye d'amener le consommateur à une prise de décision par la publicité, on lui fait une pression de toute nature, qu'elle soit émotionnelle ou de type réflexe. Il voit, il perçoit dans sa relation qu'il a avec le publicitaire ou la publicité qu'il est en situation de dépendance. Par contre, dans l'analyse comportementale liée à la mise en place des big data, la situation est bien plus grave. C'est-à-dire que l'individu est en prédiction de comportement et lorsqu'on lui propose un produit, il va par exemple acheter, restons sur la règle liaison, corrélation très forte entre amateur de jazz et lecteur de polar, il croit faire un acte qui est un acte indépendant. Ici, comme par hasard, se trouve un livre lié au polar, il va faire cet acte alors qu'il est directement esclave à la décision. Il se croit libre à l'action. Le droit des comportements est effectivement un vrai défi pour les démocraties, une vraie interrogation de légitimité pour les promoteurs de big data. Et là se repose le droit de chacun d'entre nous au droit à la vie privée numérique. Ce n'est pas parce qu'une information est publique qu'elle sort de la sphère privée. Exemple, si vous êtes en déplacement dehors et le fait qu'on vous voit au café, cette information n'est en aucun cas une information publique. La couleur de votre voiture n'est pas une information publique. Un grand magasin voulait corréler le type de voiture, la couleur de la voiture avec le contenu du panier de la ménagère. On a considéré que c'était excessif. Un
une revue avait révélé le caractère enceinte d'une personne connue. Celle-ci a obtenu la condamnation du journal. Et le journaliste venait dire, mais regardez, c'est une information publique. Le fait d'être enceinte, c'est pas parce que ça a une visibilité que ça reste pas dans la vie privée. C'est pas si simple que ça. En conséquence, et on le voit bien avec les outils de télésurveillance, de cybersurveillance, de vidéosurveillance, de géosurveillance, d'infosurveillance, de santé-surveillance ou d'action-surveillance, de manière générale, tous ces outils qui surveillent pour protéger doivent garder intime la vie privée. Et lorsqu'on mélange toutes ces données, les données de déplacement, les données de géolocalisation, les données marketing, les données de prospection, ou tout simplement les visites que vous pouvez faire sur l'Internet, il y a là un concentré d'émotions, un concentré d'intimité et un risque, bien évidemment, de violation de la vie privée lorsque on met en place ces corrélations. Il y a même pire, c'est que dans certains comportements, on est en présence de comportements personnalisés de manière anonyme. Le big data va permettre aussi cette mutation qui est de personnaliser de manière anonyme. C'est-à-dire qu'en partant des différentes données nominatives, en les qualifiant et en pouvant faire des régressions de très haut niveau, on va pouvoir faire un lien entre, par exemple, je garderai le même exemple, la lecture de polar et le jazz. Alors, il n'est plus besoin, pour connaître la personne, de connaître son nom. Il suffit de plaquer un comportement initial vers la cible comportementale pour pouvoir connaître la personne sans forcément l'identifier. On est là en présence d'un vrai changement de paradigme et une nécessité de repenser les textes. En ce sens, la proposition de règlement intègre le droit des comportements personnalisés de manière anonyme. Troisième élément, et c'est sûrement là que se situe une des grandes interrogations pour les big data, le droit à la transparence numérique. Ce que je vous indiquais, c'est que l'individu a un droit de questionnement, un droit d'accès, un droit de modification, un droit de rectification, voire un droit de suppression et un droit à l'oubli. Dans le droit à la transparence numérique, dans le monde réel, il faut organiser le droit au secret. Et on le voit dans les informations privées qui peuvent apparaître en sphère publique. Dans le droit du numérique, c'est le contraire. Tout est secret. Et ce qu'il faut, c'est rendre transparent les données. Aujourd'hui, le système est totalement déséquilibré. Déséquilibré parce que la plupart des lois informatiques, fichiers et libertés dans le monde ont anticipé des libertés que l'individu ne reconnaît pas encore comme essentielles. Là, aucun d'entre vous n'a fait de droit d'accès. La plupart des citoyens, notamment l'Union européenne, ont des droits fondamentaux alors qu'ils ne les mettent pas en œuvre. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Dans le cas des big data, avec la mise en place de systèmes de détection des comportements, systèmes de détection implicites, c'est-à-dire inconnus de l'individu lui-même, par inscription dans son intimité, seul un droit à la transparence qui n'existe pas obligerait ces grands promoteurs de big data à fournir des données à la personne et ne pas attendre que la personne réagisse pour connaître ces données. Vous voyez là deux systèmes complètement différents. Un système aujourd'hui qui met le centre de gravité sur l'individu en lui disant soit le comptable, soit le censeur de tes données, et en conséquence met en œuvre le droit d'accès, le droit de rectification et ainsi de suite, à un système qui n'existe pas encore mais qui est posé de plus en plus, notamment dans les réseaux sociaux, par un droit à la transparence numérique qui obligerait, ce n'est pas encore le cas, qui obligerait les promoteurs de big data et de manière générale tous les responsables de traitement à révéler les informations nominatives qu'ils ont sur les individus. En tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
si ce n'est qu'on pourrait détourner, pour ce droit très particulier dans le cas du big data, l'article 226-18 du Code pénal, qui dit que le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou licite est puni de 50 années de prison et 300 000 € d'amende. Est-ce que le fait d'aller chercher des comportements cachés à l'individu et peut-être cachés par l'individu, n'est-il pas une collecte frauduleuse? Je ne crois pas. Illicite? Je ne crois pas, mais déloyale. Est-ce qu'en allant chercher dans le tréfonds de l'intimité de l'individu des données de comportement que lui-même peut-être ignore, on peut se poser la question si on ne peut pas faire appliquer ici le caractère de déloyauté, ou si, pour ne pas être déloyal, l'entreprise promotrice d'un big data ne devrait pas révéler à l'individu les données comportementales, notamment qu'elle utilise. Dernier droit très important dans ce qui nous intéresse ici, le droit à l'oubli. C'est un droit fondamental. C'est un droit que l'on retrouve dans la plupart des pays du monde à travers la notion de prescription ou la notion d'amnistie. Le droit fondamental, qui est le droit à l'oubli, c'est celui qui fait de chacun d'entre nous le comptable, le censeur, le procureur, comme je l'indiquais, mais aussi l'archiviste de son passé. Le droit à l'oubli permet de ne pas avoir son passé comme son futur. Le droit à l'oubli permet d'éviter d'avoir les informations de sa vie antérieure comme un casier privé pour sa vie dans le futur. C'est un droit fondamental qui n'est pas si facile de ça à combiner avec le droit à l'histoire et le droit à la liberté d'expression. Elie Wiesel, je crois, a raison de dire, une phrase qui est à peu près celle-ci, « Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde par l'oubli ». Et Musset disait « Le droit à défaut d'oubli laisse venir le pardon ». Mais du temps de Musset, il n'y avait pas de big data. Du temps de Musset, les papiers jaunissaient. Du temps de Musset, l'information était oubliée. Aujourd'hui, dans ces grandes mamelles binaires qui sont gérées dans des big data, l'information reste, elle est gravée dans le marbre binaire et elle permet d'anticiper des comportements qui n'avaient même pas été perçus par l'individu lui-même. De ce fait, un droit de péremption sur chacune des données, c'est permettre à chacun d'entre nous de retrouver de la liberté par rapport à son passé. Ce droit à l'oubli est un droit fondamental et dans les big data, très souvent, les données qui sont utilisées ne sont pas soumises à péremption. Pire, elles sont actualisées en temps réel, notamment par des systèmes de ramassage des données dans les réseaux sociaux.